Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour la quatrième vidéo que je consacre du coup aux révisions de chimie organique. Donc je rappelle qu'à chaque fois dans ces vidéos j'essaie de rappeler tous les points de cours qui sont, je juge, importants à connaître. Et je vais pas forcément essayer de réexpliquer tout, plutôt seulement les explications que vous pouvez être amené à ressortir, bien notamment à l'écrit. Aujourd'hui, dans cette quatrième vidéo, on reste sur de la sup, on a quasiment fini, il en reste plus que deux, et on va aujourd'hui voir les acétales et les cétones, donc en fait les protections des cétones. Donc c'est du coup les cétones, on sera amené à les revoir pour la partie spé de manière cette fois-ci nucléophile, donc avec les énolates, alors que cette fois-ci, on va l'avoir de manière électrophile. Puisque du coup une cétone, donc c'est un truc avec une double liaison carbone-oxygène, et ce qui est trop bien, c'est que le carbone qui est là, il est électrophile. Pourquoi? Parce qu'il existe une forme mésomère qui ressemble à ceci. Hop, qui fait apparaître du coup une lacune sur ce carbone là, et cette forme mésomère du coup elle va être encore plus importante si on se place en milieu acide, parce que du coup en milieu acide on peut prendre notre cétone, on peut lui faire capter un H+, hop, et puis on peut avoir cette forme là, hop, qui est donc en équilibre avec cette forme là, et là du coup on a clairement la lacune qui est présente, et du coup ça fait qu'on va pouvoir donc réaliser une activation électrophile de ce carbone. Donc c'est pour ça que ce carbone est électrophile. Et du coup en fait dans ce chapitre là on voit qu'on peut donc faire taper plein de choses sur des cétones, donc plein de nucléophiles, mais bon ça c'est pas hyper fascinant parce que globalement on va juste faire taper un truc ici et rabattre le doublé de l'oxygène sur l'oxygène, donc c'est pas génial, super fascinant. Par contre on peut faire une autre chose, on peut former un acétal, et en fait l'acétal donc c'est quelque chose qui a cette tête là. Hop, donc en fait avec on va dire un double hétéroxyde mais situé sur le même carbone. Et même d'ailleurs souvent au final on va avoir quelque chose qui est relié par un pont, donc typiquement un diol comme ça, de l'éthane 1,2 diol. Et ça du coup c'est très pratique parce qu'en fait du coup c'est une forme protégée de l'acétone, puisqu'on sait passer de manière réversible de l'acétone à cette forme là. Et du coup c'est plutôt pratique, parce que cette forme là elle est résistante à tout sauf aux acides. Et donc ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quoi dans votre milieu réactionnel, tant que vous n'êtes pas en milieu acide, cette forme-là tiendra, et vous aurez juste à faire une hydrolyse acide pour reformer l'acétone à la fin. Donc c'est très pratique. Du coup, je vais juste expliquer comment est-ce qu'on a le mécanisme, et rapidement un Stark, parce que du coup c'est un peu compliqué de former cet équilibre. Donc du coup, pour ça, vous placez en milieu acide, avec du coup, là je vais prendre un diol, parce que souvent c'est ce qu'on utilise, mais vous pouvez prendre théoriquement n'importe quel alcool. Donc du coup, le mécanisme en fait il est un peu long, mais en soi il est très logique, et vous n'avez pas grand chose à faire à chaque étape. Vous partez de votre cétone, vous vous placez en milieu acide. Vous commencez évidemment par l'activation de la cétone, donc par une réaction acide-base. Tout est renversable dans cette réaction, donc c'est important de mettre des double flash partout. Vous allez donc obtenir ici, hop, votre cétone qui va être activée. Similairement à tout à l'heure, par une forme mésomère, vous pouvez révéler l'électrophilie de ce carbone-là. Maintenant qu'elle est révélée, du coup, vous allez avoir envie d'utiliser votre diol, qui est du coup un peu nucléophile, hop, immédiatement, et de réaliser une addition nucléophile. Vous allez donc avoir d'un côté le premier alcool et de l'autre côté votre diol. Hop. Le problème étant que maintenant vous allez charger votre diol, donc vous allez réaliser une réaction acide-base pour le décharger. Hop. Ensuite, cette même réaction acide-base va venir recharger ici l'oxygène que vous allez chercher à faire partir. Donc du coup il faudrait qu'il y ait un H en plus quelque part, hop, que je peux venir capter comme ceci. Donc comme ça vous allez avoir encore une fois, donc on a activé le groupe partant alcool, hein. C'est pas vraiment un alcool ici, on a déjà ce qu'on appelle un ami-acétal, puisque du coup ici on a un ami-acétal, donc parce qu'on a un carbone qui est lié à deux oxygènes, un oxygène qui est lié à des groupes carbonés, un oxygène qui est uniquement lié à un hydrogène, donc ici on a un ami-acétal. Si vous mettez un seul équivalent d'alcool, vous pouvez vous arrêter à l'ami-acétal, mais bon là on a mis un seul équivalent de diol, donc on va s'arrêter à l'acétal. Hop, donc vous allez continuer à charger votre oxygène, de l'autre côté vous allez saquer toujours comme ceci. Donc là, désormais, vous avez quelque chose qui peut partir. Ici, c'est important de noter que vous avez quelque chose qui se fait en deux étapes, parce que vous allez avoir un carbocation stabilisé. Donc déjà, c'est acide base. Donc ne faites pas directement une sorte de substitution nucléophile, hein. Ici c'est bien en deux étapes. Éventuellement, rabat du doublé ici pour l'élimination. Donc bon, vous avez de l'eau, voilà, c'est cool. Et après, vous allez avoir, hop, comme votre oxygène comme celui-là, qui seulement du coup dans ce deuxième temps va venir s'additionner, avec encore une fois une addition nucléophile. Et là, du coup, on a quasiment terminé, puisque du coup, il y en a un qui est chargé encore. Et donc vous avez une dernière réaction acide-base, dans laquelle vous allez former votre acétal.
Donc ça c'est le mécanisme, il est très important à connaître, et vous voyez qu'en fait vous avez jamais vraiment grand chose que vous pouvez faire d'autre. Vous venez d'abord réaliser l'addition électrophile, ensuite maintenant que vous avez activé votre carbone, forcément vous le faites réagir avec le nucléophile. Votre nucléophile est chargé, vous voulez plus qu'il le soit acide base. Vous voulez redégager ce truc là, or c'est pas un assez bon groupe partant, donc il faut qu'il recapte un H+, et il le capte. Là c'est juste un peu tricky, il faut penser que vous avez quelque chose en deux étapes, donc pas une substitution mais bien une addition-élimination. Ce qui peut se comprendre parce que vous avez moyen d'éliminer avec le doublé ici, donc autrement dit le carbocation est stabilisé, tout ça revient à la même chose. Vous avez des parts du coup de votre eau, et puis après vous avez de nouveau un carbone qui est électrophile, de nouveau un oxygène qui est nucléophile. Vous voulez que les deux se tapent dessus, puis vous avez l'hydrogène en plus à dégager. Ok. Donc voilà, donc ça c'est la réaction de base. Et du coup, le seul truc à dire sur cette réaction, c'est donc en fait elle s'est fait dans quoi? Elle s'est fait dans le toluène en général, parce que le problème c'est que cette réaction là, donc la réaction cétone plus diol forme de manière réversible de l'eau plus l'acétal, c'est une réaction qui est en fait pas favorisée thermodynamiquement, puisque thermodynamiquement elle est favorisée du côté de l'acétane. Donc du coup on va être obligé de déplacer l'équilibre, et du coup pour déplacer l'équilibre, il y a un moyen sympa, c'est en fait d'essayer de dégager l'eau. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on va se placer dans un solvant qui va être le toluène. Donc le toluène c'est quoi? C'est cette molécule là, c'est en fait essentiellement un benzène avec hop un petit méthyle en plus, méthylbenzène. Et du coup l'intérêt de se placer dans le toluène c'est qu'on vient former un hétéroazéotrope. Donc si vous êtes en sup et que vous savez pas trop ce que c'est, en gros c'est un mélange de liquide non miscible, mais qui du coup a une température d'ébullition réduite, et qui a une composition fixe, et qui du coup va venir bouillir à température fixe. Si vous êtes en SP, vous avez fait le diagramme binaire, donc vous voyez un peu mieux ce que c'est. Mais du coup, donc on va en fait réaliser un hétéroazéotrope à base de toluène plus d'eau. Et du coup, ce qui est trop bien, c'est que en fait, vous allez avoir une température d'ébullition qui va être réduite, aux alentours de 404 degrés Celsius. Et en fait, comme ça, on va pouvoir, et en même temps, comme le toluène est moins dense que l'eau, en fait, on va pouvoir venir éliminer l'eau du mélange simplement en chauffant. Pourquoi? Parce que du coup, on va venir chauffer, donc dans la vapeur, on va avoir et du toluène et de l'eau. Ensuite, il suffit de venir recondenser cette vapeur dans un récipient en particulier, et soit de rajouter du toluène en boucle, soit de faire en sorte que le toluène simplement retombe dans le ballon. Et en fait, du coup, ça va être l'intérêt du DINSTARK, donc vous allez avoir le ballon réactionnel, comme ceci, que vous allez chauffer, avec au moins 404 degrés. Ensuite, vous mettez une petite colonne dans laquelle vous ne mettez pas encore le réfrigérant, et c'est là que est le piège, vous coudez votre colonne, de manière à seulement mettre votre réfrigérant, hop, un peu plus loin, donc par ici. Bon, je dessine pas les arrivées d'eau, mais là c'est réfrigéré, vous avez de l'eau. Et comme ça ensuite, le truc qui est réfrigéré va simplement venir retomber dans un petit tube où vous mettez un robinet. Hop. Éventuellement ici vous pouvez mettre un thermomètre, normalement tant que vous distillez tant que vous chauffez l'hétéroazéotrope. Ici vous êtes chancé donc à 84 degrés Celsius. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc simplement dans le ballon, vous avez du toluène et de l'eau. L'eau et le toluène vont chauffer. Le toluène et l'eau va venir passer, hop, dans le petit coude. Il va venir se recondenser au niveau en fait, du réfrigérant. Évidemment, en phase gaz, le toluène et l'eau sont miscibles. Ici, vous allez retrouver donc au niveau du robinet l'eau et le toluène qui vont retomber. Le toluène étant moins dense, hop, vous allez avoir deux phases puisque c'est pas miscible en tant que liquide. Et le toluène sera plus haut. Et du coup, à force de former et de l'eau en bas et du toluène en haut, le toluène va retomber dans le ballon et ça vous permet de pouvoir éliminer l'eau. Comme vous éliminez l'eau, vous voyez que c'est bien sûr uniquement en intérêt thermodynamique, et du coup le DINSTARK est uniquement utile pour avoir du rendement et pour avoir réellement un produit. A l'inverse de la catalyse acide, puisque du coup, comme vous avez pu le voir, en fait on se place ici en milieu acide. Or là je vous ai dit qu'on se plaçait dans le toluène et dans l'eau, donc j'ai pas précisé qu'il y avait d'acide. C'est pour ça qu'on va rajouter comme acide l'acide paratoluène sulfonique, donc on dit APTS. Donc l'acide paratoluène sulfonique, du coup c'est un acide paratoluène qui, hop, donc si je dis pas de bêtises, c'est ceci, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est ça. Hop. Acide paratoluène sulfonique. Ah non, non, je me trompe du coup. Ça va être ça. Et là, hop. Donc ça va être votre APTS. Et du coup, donc ça, vous allez en mettre en quantité catalytique. Et du coup, le gros intérêt de ça, c'est que du coup, c'est un acide qui est plutôt fort. Parce que pour la même raison que pour les tosilates, chlorure de tosyle, comme on a pu voir dans la vidéo sur les alcools. Là, vous avez un truc qui est du coup un acide fort parce que la base conjuguée est très stable. Et du coup, l'avantage, c'est que ça, avec sa grosse benzène, ça va être soluble en fait dans le toluène. Donc là, vous avez un acide soluble en toluène. Du coup, ça va vous servir d'acide que vous avez utilisé ici en fait comme catalyseur. Et du coup, puisque je parle d'un catalyseur, vous comprenez bien que ça va venir accélérer la réaction. Et que du coup, on met de l'acide paratoluène sulfonique uniquement pour raison de cinétique, uniquement pour avoir une réaction qui est plus rapide. Donc c'est bien ici de faire la distinction. Le DINSTARK, ça sert pour des raisons thermodynamiques. C'est pour à la fin réellement avoir de l'acétal et pas avoir uniquement de l'eau et l'acétone.
Donc c'est pour ça qu'on met un dimmestark. Tandis que l'acide paratoluène sulfonique, lui, il met juste pour qu'on aille plus vite. Et du coup, dans le milieu réactionnel, c'est bel et bien l'acétone plus le diol dans le toluène et l'eau avec en catalyse de l'acide paratoluène sulfonique. Et vous allez obtenir votre produit. Voilà, il n'y a pas forcément grand chose de plus à savoir ici, sur ce chapitre. Éventuellement en mini bonus, ce que je peux proposer, c'est du coup la mutarotation du glucose. Donc en fait, vous allez former un ami-acétal. En gros, le glucose, donc il y en a 6 si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et du coup, c'est un aldéhyde, le glucose. Et bon, il y a des alcools partout, alors je me souviens plus précisément des stériques, hein, mais il y a des alcools partout. Et je crois que sur le dernier, justement, il n'y a pas d'alcool, c'est le petit piège. Quoique. Si, il y en a aussi. Bon, bref, vous avez beaucoup d'alcool, quoi. Et en gros, vous avez en fait moyen de former un cycle à 6 ici, en reformant et en tapant. Enfin, en fait, si vous placez en milieu acide ici, vous pouvez venir ouvrir votre acétal, enfin votre aldéhyde, du coup, de manière à former avec cet alcool-là un cycle à 6 et venir former ce qu'on va appeler du coup, un ami acétal. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, vous allez former un truc. Non, pardon, avec celui-là. C'est avec celui-là que vous allez en taper. Ça, vous faites un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc du coup vous allez former un cycle à 6. Avec ici un carbone OH. Et puis bon, vous allez avoir des OH partout ailleurs. Même ici, du coup, puisque là c'est l'ancien aldéhyde qui s'est transformé en alcool suite du coup à la formation de cet ami acétal. Là vous avez bien un ami acétal à cet endroit-là. Et du coup, ça c'est une forme cyclique du glucose qui existe. Et à cause de la forme cyclique qui existe, du coup de l'ami-acétal, la mutarotation, donc en fait, c'est l'interconversion entre les formes du glucose, explique le fait que vous avez un certain nombre de formes qui vont avoir ici cet oxygène en bas, cet oxygène en haut. Parce que du coup, cet oxygène ici, enfin cet alcool, il cesse, du coup, cette partie de l'acétal, elle cesse de se transformer en aldéhyde, se transformer en ami-acétal, se transformer en aldéhyde, se transformer en ami-acétal, parce que la réaction est réversible. Et du coup, vous allez arriver à un état d'équilibre. Vous avez à peu près un tiers d'une certaine position et 2 tiers de l'autre position. Donc tout ça c'est la mutarotation. Et en vrai, bon ça n'a pas grand intérêt, mais techniquement c'est dans le programme et tout, donc voilà, ça peut être utile à connaître le petit nom. Voilà, c'est écrit comme ça. Mutarotation. Voilà, interconversion des différentes formes du glucose. Voilà, du coup c'est tout ce que j'ai à vous proposer sur, sur l'électrophilie des cétones, donc vous voyez c'est un chapitre qui est pas très long. Et concernant la nucléophilie, on verra ça plus tard, lorsqu'on parlera des xénolates. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.